Bonjour, bonjour, bonsoir en fait. Bienvenue au cabaret sur Gaston Gouin. Mon nom est Étienne Beaulieu. Je suis directeur de la programmation des correspondances des semaines. Je suis vraiment heureux de vous accueillir à ce cabaret où on va parler d'un poète que certainement vous, peut-être en fait, n'avez jamais entendu parler de lui. C'était notre cas pour tout le monde, sauf Catherine Gouin qu'on va entendre à l'instant, qui est sa nièce. Mais avant d'entrer dans les faits, je veux simplement vous dire que cette présentation-là de ce soir, c'est évidemment les correspondances des semaines qui en sont responsables avec le Petit Bonheur de Saint-Camille et aussi le réseau Biblio-Estrie. Parce que normalement, j'aurais dû, si on n'était pas en temps de pandémie et qu'il n'y avait pas un problème avec le couvre-feu, j'aurais dû être dans la bibliothèque à Saint-Camille et vous accueillir à partir de là. Donc, c'est aussi grâce au programme d'appropriation numérique en culture du ministère de la Culture et des Communications du Québec que cet événement-là est possible. Donc, c'est de Gaston Gouin dont on va vous parler ce soir. Quel est le but de parler de Gaston Gouin dans un temps comme ça où on cherche du sens et de la littérature sous toutes ses formes? L'idée est la suivante. Faire vivre le patrimoine littéraire de l'Estrie. Il y a beaucoup de noms en Estrie, beaucoup de noms littéraires qui sont encore malheureusement inconnus du public estrien puis du grand public de la littérature québécoise tout court. Je vais même aller jusqu'à dire du public de la francophonie littéraire. Et ça, c'est le premier but, faire vivre, hein, donner une voix, faire entendre, faire connaître. Le deuxième objectif, c'est l'idée que la prochaine fois que vous allez passer par le magnifique village de Saint-Camille, vous allez vous dire, ah, tiens, on est dans le coin de chez Gaston Gouin. Que ça puisse signifier quelque chose, que bon, le village de Saint-Camille est déjà magnifique, mais que vous puissiez lui donner une coloration qui soit celle de Gaston Gouin qu'on va vous présenter ce soir. Pour parler de Gaston Gouin, donc, on a plusieurs intervenants. Donc, on a Jeanne Lessard, par exemple, qui va nous parler de côté éditorial. On a Louis Hamelin qui est avec nous aussi. Merci tout le monde d'être là. Qui va nous parler, Louis, des liens avec la cause nationale des écrivains québécois, en particulier de Gaston Gouin. On va tourner autour de ces questions-là. Et donc, Pierre-Luc Racine, réalisateur aussi, qui a produit une capsule cinématographique sur Gaston Gouin. Et j'aimerais commencer cette présentation-là de l'œuvre de Gaston Gouin par la lecture d'un de ses poèmes. Et d'ailleurs, donc, un de ses recueils, en fait, son premier s'appelle Temps au but. J'aimerais commencer avec ces mots-là, les mots de Gaston Gouin. Et j'y vais, ça va comme si c'est son premier poème, premier texte. Ça s'intitule À l'assaut de nos visages. Les paradis perdus, à jamais envolés, que nous arracherons du délire de nos mains, avec nos mains, fouillant notre inconscience comme deux bras explorant la nuit de nos vestales au fond des cathédrales. Dedans les pieux repères mêlés à nos prières, les couleuvres en cercle sur tuiles humides et plates, portant l'empreinte douce du passage. Les anges refoulés au lointain des temps, fantômes allégoriques, je blesse vos visages, à jamais anémiques. Vous voyez une poésie quand même assez vivante, vers libre. On est dans les années 60. Ce que j'aime de ce poème qui ouvre notre capsule sur Gaston Gouin, c'est qu'il place du côté fantomatique toute sa croyance. Et c'est ce que je trouve extraordinaire parce que Gaston Gouin, c'est très, je dirais, une sorte d'allégorie de lui-même. Il est devenu un fantôme de nos lettres. C'est quelqu'un, Gaston Gouin, qui n'est pas dans les anthologies de la littérature québécoise, qui se retrouve nulle part dans nos mémoires, à part à Saint-Camille. Et je pense que ce qu'on est en train de faire ce soir, ce qu'on va faire, d'une certaine façon, je ne sais pas si Pierre-Luc Laracine, le réalisateur, est d'accord, ce serait de lui donner euh, une certaine assise dans nos mémoires, le mettre à sa place, faire en sorte que le fantôme trouve son lieu dans notre mémoire, qu'on puisse lui donner une assignation claire et précise et le faire exister dans le temps et dans le futur de cette façon-là. Faire cesser son errance éditoriale, son errance mémoriale aussi. Donc, pour ce faire, on va commencer avec la matière de Pierre-Luc Racine, Pierre-Luc réalisateur, donc qui a fait une capsule cinématographique qu'on va voir à l'instant, que Pierre-Luc donc a réalisé. Et peut-être peut-on commencer tout simplement, puis on parlera Pierre-Luc après, si ça te va. Donc, on va à l'instant écouter cette capsule qui dure une dizaine de minutes, et ensuite on se retrouve pour discuter de Gaston Gouin, de son œuvre, de l'Estrie.
Les hommes sont des coffres vides que longuement l'on traîne sur du béton usé dans un puits de ferraille et de frein qui enterre la faim des enfants et des vieilles. Ce bruit toujours de portes rouillées et qui verrouille des cercueils fermés, amours perdus, des mères adultères, des pères délaissés, des enfants refusés, des femmes parfois aimées. Alors ce bout-là, et les hommes sont des coffres vides que longuement l'on traîne sur du béton usé dans un bruit de ferraille et de frein qui enterre la faim des enfants et des vieilles. C'est une description même de l'accident de la moto qui est traînée sur le sol et qui va lui fracasser le crâne. Rappelez-nous de souvent rire pour l'éloigner l'envie de vomir. Rappelez à vos enfants de garder les mains propres parce que les enfants qui tombent sous des rafales de mitraillettes peuvent tacher les marges de marbre de vos palais de justice. La mort, un point perceptible entre le ciel et l'enfer. Alors vous imaginez, c'est ce texte-là qu'il lit lors de la nuit de la poésie en 70. Et il y a dans ce texte-là des prémonitions de comment il va mourir. Gaston Gouin, mon cher, c'est toi qui m'as appris son existence. Il n'apparaît pas dans l'histoire officielle du FLQ, de la crise d'octobre, tout ça. Alors, ça m'intrigue parce que son destin m'a l'air assez particulier. Gaston était un grand militant. C'est dans le militantisme que je l'ai d'abord croisé, impliqué dans le combat pour l'indépendance du Québec à toutes sortes de niveaux. C'est le premier poème de Gaston qui est publié. Il est publié sous le pseudonyme Ernest. Et Ernest, c'était son père. C'était le prénom de son père. J'habite sur la terre des Gouins. Puis ça, c'était la terre de mon grand-père. Dans le fond, la maison en pierre des champs qui est en bas du chemin Gouin, ça, c'était la maison ancestrale de mes grands-parents. Il a grandi là, lui. Tu sais, quand il dépeint un paysage ou une scène, ou peu importe, il parle toujours des labours. On sent vraiment que c'est pas du fake, là. C'est ça, il a vécu ça, il a mis la main à la pâte ou à la terre, en tout cas. Quand on lit notamment tout en but le paysage de Saint-Camille, la vie des gens autour de lui, il y a plein de références, là. C'est une écriture qui nous amène à réfléchir et à penser ce que nous sommes, tout en étant incarnés dans son enfance, dans son paysage. Sur notre porte, pour mettre flamme au bois, dedans le foyer froid, pour clore un nouveau lait à la plainte du vent, au reflet de la neige. C'est une écriture jeune, une écriture agissante aussi. C'est une écriture qui est très incarnée, dans ce sens que il y a dans Temps au but, bon, dans Gilles de Noir, qui est un œuvre posthume, il y a toute la pensée qui a pu guider les générations qui sont arrivées. Et là, vous avez le plus célèbre numéro du campus estrien, où vous avez d'une part Chénier qui est assassiné à Saint-Eustache et la première gang de ceux qui vont être pendus. Et tout le numéro, toute cette partie-là, les chronologies, c'est Gaston. Toute la présentation ici des différents trucs de 37-38. Et entre autres, ici, vous avez l'histoire du FLQ en 2 parties. Ça, c'est lui qui raconte ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a voulu l'associer au FLQ. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, presque toute la littérature est une littérature engagée. C'est presque obligatoire de revendiquer
Il y avait une conception de l'art et de la littérature comme des forces qui pouvaient changer le monde, en fait. Et c'est beaucoup le fait des poètes. J'ai l'impression que les poètes sont souvent des gens plus près des émotions révolutionnaires, des émois du moment, des mouvements des mouvements du peuple. Parce que là, vous avez Miron, vous avez Godin, vous avez Chamberlain, vous avez Denise Boucher. Et comme par hasard, plusieurs des noms que je viens de nommer, c'est des gens qui vont se retrouver en prison en octobre 70, une fois que la loi des mesures de guerre va être proclamée. Donc, la littérature s'est retrouvée conscrite dans un combat, s'est retrouvée enrôlée. Et c'était ça, sa vie aussi. C'était de s'impliquer pour la défense et illustration de la culture québécoise et même de la culture estrienne jusqu'à un certain point. Dédier des poèmes à Vallière et Gagnon, comme il le fait, etc. À l'époque, c'était plus que suspect. C'était vu comme une espèce de provocation. Alors ça, c'est encore un autre numéro préparé par Gaston. Pierre Vallière, c'est une de ces figures qui fait un lien entre le littéraire et le politique. Il était considéré déjà à partir de 1968 comme le cerveau du FLQ. C'est comme ça que les milieux policiers l'avaient identifié, tout ça. C'était des années dangereuses. On arrêtait des policiers en civil, on arrêtait quelqu'un, puis l'amenait en campagne faire un tour, et puis pouvait le battre, lui demander de collaborer avec la police, et puis des choses comme ça. Alors, ça jouait dur. Gaston va être poursuivi à 2 reprises par des voitures qui vont tenter de lui faire prendre les fossés. Et quand il est remonté à Montréal, il m'a demandé de venir à son appartement, de sortir de sa bibliothèque tous les livres québécois qui étaient importants que je n'avais pas, puis il m'a remis tous ses manuscrits. Il avait conscience d'être ciblé. À son retour en moto, au salon funéraire, quelqu'un va venir nous en parler. Il est comme poursuivi par une voiture, puis à un moment donné, il va le dépasser, et au moment où il le dépasse, Gaston va tomber de sa moto comme une guenille. Il n'est pas un endroit difficile, là, mettons. Les circonstances entourant cet accident et sa mort sont plus que nébuleuses. Tout ce que je sais, c'est que quand il est décédé, c'était un peu... ils n'ont pas su trop exactement ce qui s'était passé. C'était un accident de moto. Puis ça a été long avant qu'il trouve un petit peu... En tout cas, c'était un peu nébuleux. Fait que je pense que dans ma famille, en tout cas, il y avait comme des doutes sur la manière de est-ce que c'était vraiment un accident ou si c'était provoqué. Ils ne savaient pas vraiment. Je pense que c'était plus la douleur de perdre quelqu'un qui est important puis qui aimait beaucoup. Fait que, tu sais, quand en plus, on comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, je pense qu'il va vous faire encore plus mal, tu sais. Il ne serait pas le premier jeune homme à se casser la gueule en moto. En même temps, il faut voir les circonstances parce que je sais que la police, à l'époque, ça a pu arriver qu'on recrute des informateurs, tout ça, et qu'on puisse être tenté de s'en débarrasser à un moment donné. Mais comme pour tout ce qui touche au service secret, c'est très difficile d'avoir des preuves de tout ça. Pour repousser l'hiver qui se glisse jusque sous notre... Gaston a été un ferment dans la pâte. Je veux dire, et cette pâte-là a levé. On ne voit pas toujours le ferment dans une pâte une fois que le pain est levé. Alors, il a été beaucoup ça. Je pense qu'il a creusé un sillon
pour que les autres puissent être libres d'être qui ils sont. Il a été inspirant pour toute une partie de cette génération-là de l'époque. Au reflet de la neige, pour que l'eau rejaillisse à chaque effort de bras, devant la soif, je fais un feu en toi. Pour faire un arc-en-ciel dans un temps fin d'orage, ou bien laisser craquer les clous sous le froid sec, pour sécher dans nos cours les haillons toujours sales, ou faire pousser des roses entre les pavés durs, pour permettre au clocher de briller de si loin. Je te fais un soleil. Merci beaucoup, Pierre-Luc Racine, de cette belle capsule sur Gaston Gouin. J'aimerais simplement, avant qu'on en discute, juste rappeler au public que c'est possible de nous poser des questions par le moyen de la fenêtre de commentaires juste dessous la page Facebook des Correspondances des Semaines. C'est possible donc émettre des commentaires, des questions qui vont m'être relayées et que je poserai à nos invités. Pierre-Luc Racine, je trouve qu'il y a dans cette capsule vidéo une douceur incroyable, pas seulement par la voix de Catherine Gouin, par les images, par la lumière, par la manière dont c'est fait. Je dirais que c'est une façon de faire ressortir ce que la philosophe Anne Dufourmentel appelait la puissance de la douceur, quelque chose comme ça. Est-ce que Gaston Gouin t'a inspiré cette douceur? C'est super bien dit, c'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est son héritage. Les gens qui sont autour de lui aujourd'hui, que j'ai rencontrés, il y a même une douceur de ces gens-là quand tu parles de Gaston Gouin, qui était pas inattendu, mais quand on comprend le contexte historique de la chose, oui, c'était quand même beaucoup de violence, il y avait beaucoup de revendications, il y avait beaucoup de... en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était étonnant pour moi que ça ressorte, que ce soit ce qui ressorte le plus. Est-ce que le village de Saint-Camille inspire aussi cette douceur-là, tant qu'à y être? Ah, mais clairement. Je pense vraiment que le lieu, il est pour beaucoup, hein, puis toute l'aspect nature contemplative, tout ça, ça ressort dans son œuvre, mais ça ressort aussi dans le lieu où il a grandi, puis non, pour moi, ça a été une belle rencontre, une belle découverte. Merci beaucoup, Pierre-Luc. C'est très généreux comme vision, comme cadrage de notre Gaston Gouin. Est-ce que cette douceur, Catherine Gouin, était connue dans la famille Gouin? Est-ce que c'est l'image qu'on a de notre poète? Je pense en tout cas qu'il inspire beaucoup de fierté dans la famille. Je ne sais pas si on réalisait à quel point, en fait, il était puissant, je dirais, dans le fond, dans ses termes, dans sa façon. Mais je pense que, moi, j'ai pas connu, j'aurais tellement aimé ça, mais en même temps, j'ai comme, il m'a fasciné beaucoup. Puis je pense que tout ce que je fais au niveau de l'art, ça m'inspire. Puis ça a un peu teinté ce que je fais maintenant. Mais je dirais que oui, dans le fond, la douceur, tu l'as bien dit, de la place, de la nature. Je pense qu'on peut pas faire autrement que d'exprimer ça, en fait, quand on vit dedans. Là. On voit dans la capsule la fameuse terre des Gouins où il a passé son enfance, où on sent que ses premières sensations d'enfant se sont imprimées sur son corps, dans sa mémoire. Puis on sent que c'est comme c'est très, très bien dit, Catherine Gouin, on peut juste acquiescer. Quand on connaît un peu le temps obus, par exemple, il est question des labours, il est question de l'automne, de l'écorce, des feuilles, de l'odeur. Tout est partout. En fait, Saint-Camille, finalement,
est passé dans temps au but. Et pourtant, on présente Gaston Gouin comme un grand militant, un poète urbain. Alors que j'ai l'impression qu'on a affaire à un poète de la nature, plus que... Mhm. Ben, je pense que dans son époque, là, si je peux me permettre de dire ça, je pense que c'était quelqu'un de libre, tu sais, libre de penser, libre de dire, libre de dessiner, libre de s'exprimer. Ça s'est reflété aussi dans la famille, je pense, parce que je pense il a tracé des sillons, justement, il a tracé des labours, puis je pense que ses frères et sœurs ont marché dans ses pas après, dans le sens que il était très... il faisait un peu tu sais, ce qu'il voulait puis ce qu'il croyait finalement. Fait que dans ses œuvres, on le voit aussi. Là. C'était quoi l'image de Gaston Gouin dans la famille? Comment on le voyait? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on respectait beaucoup ou qu'on voyait comme un marginal un peu excentrique? Toutes ces réponses. Je pense que on le respectait beaucoup parce qu'il était unique finalement. Je pense que c'est ça, plus. Est-ce qu'il y a des anecdotes familiales qui courent à son sujet dans la famille? Est-ce qu'il y a des récits? Est-ce qu'il y a une mémoire qui s'est constituée de Gaston Gouin dans la famille Gouin? Ben, c'est clair, mais en même temps, en fait, moi, je dirais, ce qui reste physiquement maintenant, c'est qu'il y a un arbre dans l'érablière où est-ce que son nom est gravé dessus. Ben, on a ses livres, on a des toiles, on a plusieurs choses. Ben, moi, en fait, c'est des récits que mes oncles, tantes, mon père m'ont raconté. Tu sais, c'était plus... c'est ça, que c'était un sacré personnage, puis qu'il avait pas peur, il avait pas la langue dans sa poche, et puis il avait pas le crayon dans sa poche non plus. Fait que dans le sens que, c'est ça, je pense qu'il avait besoin de sortir ça, puis d'exprimer, puis de faire euh, traverser le temps finalement, ses idéaux peut-être. Tu sais, des fois, dans les villages, ces personnages-là excentriques comme ça ont un peu la vie dure. Je me demande si est-ce que Saint-Camille a fait un bel accueil à son poète ou au contraire, ça a été comme pour la plupart des écrivains québécois des années 50-60, il a fallu qu'ils luttent contre leurs propres villageois pour se faire valoir. Ce récit-là se raconte-t-il à Saint-Camille? J'ai pas eu vent de ça. Sûrement, tu sais, je veux dire, c'est un village. Nul n'est prophète dans son pays, mais ce que je pourrais dire, par contre, c'est qu'ils ont réservé un bel au revoir. Fait que je pense que quand tu fais ça, euh, ça parle. Tu sais, dans le sens que je pense que ça a marqué les gens parce qu'il y avait des artistes importants qui venaient lui dire au revoir au cimetière. Tu sais, il y avait, c'est ça. Il y avait, je pense que tu sais, l'au revoir était, je pense, à la grandeur de ce qu'il a laissé comme, euh, comme patrimoine, comme héritage à la communauté. Puis ben les Euh, gens s'en souviennent, fait que, donc euh, c'était Est-ce qu'on positif. sait... Oui, merci, Catherine. Il y a une question du public. Donc, Jean-Pierre Harel nous demande à quel âge Gouin, est-ce qu'on sait ça? À quel âge il a quitté Saint-Camille? Et puis pourquoi il a quitté? Est-ce qu'on sait ça? Il est mort, il est né en 44, mort en 70. Donc, il a quitté environ après ses études secondaires, si je ne m'abuse. Donc, Mhm. probablement pour aller aux études à Sherbrooke, ça doit être ça, hein, quelque chose comme Oui, ça. je pense. Oui, ça a du C'est sens un ça. peu. Oui, Ouais, OK. ouais. Hugo Chavary nous demande aussi quel rôle a joué Gaétan d'Hostie dans la vie, le parcours de Gaston Gouin. Je pense qu'on va y répondre, Hugo, juste un petit peu plus loin. Mais je ne sais pas si Catherine, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Ben en fait, moi je le connais pas puis je meurs d'envie de le connaître parce que j'ai vu un petit extrait tantôt puis j'en ai entendu parler beaucoup. Mais lui ça a été son amoureux. Ils ont été ensemble beaucoup. Fait que il me semble qu'il pourrait répondre à tellement de mes questions. Moi, c'est une question que je me pose. Comment c'était être gay dans les années 60 à Saint-Camille? Ben, c'est ça que je voulais dire dans sa façon de s'exprimer puis d'avoir creusé un sillon dans la famille, dans le sens que, tu sais, il y avait des frères qui étaient gays aussi.
Je pense qu'il était pas juste gay, il était bi, d'après moi. Fait que, tu sais, c'était quelqu'un d'affirmé. Là, je veux dire, il était game, là, je trouvais, mais, tu sais, dans le fond, dans la communauté, il y en avait plusieurs qui pouvaient vivre comme ça, puis je pense que c'était accepté, assez bien accepté, là, dans la communauté depuis longtemps. Donc, je sais pas si c'est lui qui a fait, qui a créé un peu une ouverture, peut-être. Pierre-Luc veut rajouter quelque chose? Non. Ah oui, tu as lu dans mes pensées. En fait, c'est que je pense qu'il a trouvé cet écho-là aussi dans le monde littéraire avec les artistes. Le côté, le fait que ce soit gay, je pense que ça l'a aussi rapproché de beaucoup, beaucoup de personnes à ce moment-là qui ne pouvaient pas en parler, qui ne pouvaient pas l'exprimer. Mais lui, il l'exprimait, fait que les gens, probablement, j'imagine, venaient vers lui. Ce qui fait que, comme il était ouvert, puis qu'il était assumé pour l'époque, ce qui était assez extraordinaire, ben, il attirait des gens. Et cette communauté-là, cette communauté littéraire estrienne, là, je pense qu'il l'a rencontré à l'Université de Sherbrooke, Jeanne Lessard, donc qui peut nous parler de cette question-là. Cette communauté littéraire, elle existait, elle était là. C'est quelque chose qu'on s'imagine mal, mais elle était très présente. Il écrivait des textes, donc ses premiers textes, ce n'est pas des recueils de poésie. Qu'est-ce que c'est, Jeanne Lessard, d'ailleurs, ses premiers textes? Il a publié beaucoup, en fait, il était beaucoup affilié au campus estrien, mais qui est encore, en fait, le journal étudiant de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom du collectif. Mais à l'époque, il était très impliqué. Donc, des textes littéraires, oui, mais aussi des textes d'opinion. Il y a un texte qu'il a publié en 68 qui est assez connu sur le refus global, dont il faisait des liens avec le manifeste du refus global, Paul-Émile Bourgeois et les contestations étudiantes de l'époque. Donc, c'était quelqu'un qui semblait, là, je ne veux pas trop m'avancer, mais qui semblait quand même assez impliqué là, dans ce petit milieu littéraire-là à l'Université de Sherbrooke. Qui devait comporter, je ne sais pas moi, une cinquantaine de personnes environ, quelque chose comme ça. Donc, c'est difficile à dire, j'imagine, mais à peu près. C'est difficile à dire, mais d'habitude, c'est quand même une bonne... il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein de la revue. Oui. Puis, par rapport aussi, c'est ça, il a fait partie, je pense qu'on va y revenir un peu plus loin aussi, mais il a été publié aux éditions Cosmos, qui était à Sherbrooke, une maison d'édition où il publiait beaucoup de créations des étudiants de l'université. Donc, il y a aussi... Parlons-en tout de suite des éditions Cosmos, parce que quand on voit ça, puis qu'on connaît, moi je suis un lecteur de poésie québécoise quand même, je suis tombé sur ce livre-là, parce que pour faire la capsule, tout ça, se préparer, puis là je regarde ça, les éditions Cosmos. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de poètes québécois qui ont été publiés aux éditions Cosmos. Qu'est-ce que c'est? En fait, les éditions Cosmos, c'est parti du projet d'un homme qui s'appelle Antoine Naaman, qui était professeur au département des lettres de l'Université de Sherbrooke, qui a décidé de partir une collection, en fait, au départ, qui s'appelle la collection Amorce, dans laquelle il voulait publier des textes des étudiants, des textes de création surtout, des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Donc, il a vraiment créé une collection pour ça. Puis, ça s'est élargi, puis c'est devenu... c'est en 1969, si je ne me trompe pas, que c'est devenu vraiment une maison d'édition, donc les éditions Cosmos, qui a fonctionné quelques années avant de changer d'appellation, en fait. Et là, est-ce que je m'abuse, ça s'est appelé les éditions Antoine Naaman à partir de ce moment-là. C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que lui a parti une autre maison d'édition. Puis les éditions Naaman ont un peu absorbé les éditions Cosmos puis quelques-uns des auteurs qui avaient déjà été publiés au sein de cette nouvelle maison d'édition-là. Donc, on imagine que si Gaston Gouin peut vivre sa vie d'artiste dont on parlait, s'il peut vivre sa vie au sein d'une communauté de littéraires, c'est grâce à Antoine Naaman qui l'accueille dans sa maison d'édition, qui lui fournit des contacts, tout ce dont il a besoin pour se faire connaître un petit peu à l'international, parce qu'Antoine Naaman donc, est d'origine égyptienne. Oui. Hein, c'est quelqu'un qui est Antoine Naaman, ce personnage étrange. Il y a une rue à Sherbrooke, à côté du golfe, qui s'appelle Antoine Naaman. Moi, la première fois que j'ai croisé, je me dit, qui ce personnage-là? Mais il est très important, en fait. Oui. Qui est capital dans la vie littéraire de l'Estrie. Oui, puis dans la vie, j'élargirais même dans la vie littéraire de la francophonie. Donc, c'est un personnage qui a été très, très important. Donc, comme vous l'avez dit, il est né en Égypte. Il est venu s'installer, je pense, si je ne me trompe pas, en 66 à Sherbrooke. Pour enseigner à l'Université de Sherbrooke. Donc, son métier principal, en fait, c'était enseignant. Puis, sa carrière en enseignement l'a amené à quitter un peu puis à se diriger plus vers le monde éditorial, le monde de la littérature.
Puis c'est ça, en fait, les éditions Cosmos, le but, c'était vraiment de publier les étudiants à l'Université de Sherbrooke. Puis avec les éditions Naaman, son but, c'était d'offrir une plateforme, en fait, pour les auteurs de la francophonie. Donc, il a publié beaucoup d'écrivains québécois, des écrivains canadiens, français, du Manitoba, entre autres, mais aussi beaucoup de membres de la francophonie, donc le Maghreb, des pays francophones en Afrique. Donc, il a vraiment voulu offrir une plateforme dans laquelle les écrivains francophones pouvaient se réunir. Ce qui veut dire que Gaston Gouin bénéficie, à sa première publication, de tout un réseau international déjà, qui est mis en place par Antoine Naaman, qui le relie à l'Égypte, qui le relie à la France, à la Suisse romande, tout le réseau francophone, ce qui est extraordinaire. On n'imagine pas ça. On se dit, dans les années 60 à Sherbrooke, il doit falloir aller à Montréal forcément pour être écouté, reçu. C'est pas le cas. C'est fantastique de découvrir ça. Ce qui veut dire que les compagnons de route de Gaston Gouin, dès le départ, je dirais, il y a Saint-Camille, très rapidement, c'est Sherbrooke qui se greffait ça avec Campus Estrien. Puis dans ses poèmes, on voit apparaître, j'aime beaucoup dans ses poèmes parce qu'on voit les strates, là, on voit son enfance dont il parle avec les arpents de glace, tout ça, puis on voit que toutes les expériences de vie rentrent dans ses poèmes. Et il arrive à un moment donné où il y a Pierre Vallière et Charles Gagnon du FLQ qui deviennent ses compagnons de route. Ce qui veut dire que Paul-Émile Bordua, qu'on a vu avec Jeanne Lessard, entrer dans les référents de notre Gaston Gouin, tout à coup devient beaucoup plus politisé. Et c'est là où j'aimerais parler de cette dimension-là de l'écriture de Gaston Gouin avec Louis Hamelin qui est là. Mais pour en parler, je veux absolument vous lire ce poème-là parce que si je ne vous dis pas qu'il est écrit par Gaston Gouin, vous pourriez très facilement croire que c'est Paul Chamberlain qui l'a écrit dans Terre Québec, par exemple. Ça serait assez facile. Donc, ça s'appelle « Ici, nous », à Pierre Vallière et Charles Gagnon. On nous écrase jusqu'aux testicules de la lucidité. On nous déracine à coups de mécanique, alors que nos bras suffisent à peine à la tâche d'endiguer le vent qui nous charroie la terre où nous sommes plantés. Et nos pouces n'ont pas eu le temps de poindre qu'on leur brise l'os sous un talon de fer. On s'est tiré au sort les plus belles pièces de notre manteau de pays. On nous a claustrés à l'intérieur de nos lopins de givre. Nous avons levé sous la glace la tête par en bas. Nous avons et nous sommes grandis dans le fumier. Nous avons été foulés et refoulés, flués puis reflués et floués, mais nos racines ont eu raison de ces bords de glaise et de glace. Nous débordons, nous suons le sang de tous les pores de notre cher Québec. C-H-A-I-R. C'est assez étonnant. Donc, un poème ultra moderne avec des coupures, je dirais des séquences quasiment aléatoires. Il y a quelque chose du jazz qu'on entend là-dedans, mais aussi, je dirais, de la musique expérimentale des années 60. Il y a vraiment tout un univers qui est dans ce poème-là. On est en plein je dirais, en pleine littérature québécoise engagée, Louis Hamelin. On est dans un univers qui l'a influencé, on sent l'influence très forte. Vallière et Charles Gagnon, c'est qui Vallière et Charles Gagnon. Vallière et Gagnon, c'est en 68, c'est les idéologues en chef du FLQ, de cette vague du FLQ-là. C'est des idéologues et ils pondent des textes d'analyse révolutionnaire très, très aride. C'est assez dogmatique. Mais Vallière, il y a une autre dimension, plus que Charles Gagnon, à mon avis. Moi, je suis assez vieux pour avoir lu En lutte, à la fin des années 1980, l'organe du parti, du groupe En lutte, qui était le parti marxiste-léniniste officiel. Et Charles Gagnon, c'était un peu le pape de ce groupe-là. C'était vraiment assommant comme littérature, il faut bien le dire. Vallière, pour moi, c'est une autre dimension. C'est un littéraire, Vallière. Il avait une plume et il a été journaliste avant de devenir révolutionnaire et écrivain, essayiste. Mais Vallière, c'est un personnage littéraire. Alors, moi, je ne connaissais pas Gaston Gouin avant d'être approché pour ce projet-là, mais qu'un type comme Vallière puisse avoir été en contact avec un Gaston Gouin, ça ne me surprend pas du tout. Bon, vous avez parlé de Cher Québec, la Cher Québec. Toute la poésie des années 1960 au Québec est une poésie du pays.
du pays à fonder, du pays à revendiquer, de libération nationale. C'est comme ça aujourd'hui qu'on résume toute cette période littéraire-là de grande effervescence. Et oui, le politique et le littéraire se mélangent à cette époque-là, et surtout chez les poètes, je dirais. Il y a peut-être un lien spécial entre la poésie et la politique qui remonte à loin là, chez Mayakovsky, avec les Russes. Et puis, en 1960, on a ça. Écoutez, pendant la crise d'octobre, il y a au moins 3 poètes majeurs ou qui vont devenir des poètes majeurs qui sont envoyés en prison parce que ce sont des sympathisants de la cause. Il y a Gaston Miron, évidemment, il y a Gérald Godin et il y a Denise Boucher. Et il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs. Je me demande d'ailleurs si Gaétan d'Hostie n'a pas été emprisonné en octobre 70. Je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier dans ma bibliothèque, là. Mais voilà, donc, qu'il y ait eu ces liens-là, c'est tout à fait plausible, en fait, mais je ne sais pas de quelle nature personnelle étaient les liens, par exemple, de Vallière avec Gaston Gouin, mais il y a, oui, il y a une poésie qui est très militante, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où la scène est complètement fragmentée, là, mais à l'époque, la poésie est militante et, je dirais, presque obligatoirement nationaliste. Plus que il y a aussi des prosateurs qui ont été mêlés au FLQ. Bon, on pourrait parler de Hubert Aquin, de Jacques Ferron d'une autre manière, mais le lien de la politique révolutionnaire avec la poésie, ça m'apparaît spécialement fort. Ouais. Gaston Gouin, donc, il évolue vraiment dans cette zone-là, là. À partir de, je dirais, les années 65, 66, 67, on voit dans ses poèmes là, qu'il y a quelque chose de clairement plus national. Il devient, parler de Cher Québec, évidemment, est un clin d'œil à Terre Québec. Je pense que, surtout que dans le poème, c'est en grosse capitale, exactement comme dans le recueil de Chambernand. Mais bon, ça me semble assez évident. Mais ce qui veut dire que sa poésie, qui est au départ, on l'a vu avec Catherine Gouin en parlant, qui est très enracinée dans la terre, qui est très enracinée dans la nature, se fait prendre comme un cerf-volant par le vent nationaliste qui souffle sur le Québec. On s'en empare et ça devient une œuvre dont on va se souvenir comme d'une œuvre militante, d'une œuvre qui est traversée par la politique. Et on va même, donc, Gaétan d'Hostie le sous-entend dans la capsule vidéo, on va même penser que le destin tragique de Gaston Gouin est lié à une possible participation directe au FLQ. Est-ce que c'est vraisemblable, Louis Hamelin, ou est-ce que c'est trop complotiste de penser les choses comme ça? Moi, je ne dirais pas au départ que c'est trop complotiste parce que j'en sais tout simplement pas assez sur cette histoire-là pour pouvoir me prononcer. Je pense que quand on parle de lien entre le politique et le littéraire à l'époque, il y avait aussi évidemment les forces de l'ordre ont certainement surveillé des personnages comme Gaston Miron, Pierre Vallière, des gens comme ça. Est-ce que Gaston Gouin était assez connu à l'époque pour attirer ce genre d'attention-là? Ça, je ne le sais pas. Mais en même temps, moi, je n'écarte pas cette hypothèse-là d'emblée. Je constate tout simplement que j'ai pas assez de détails, d'éléments sur cette histoire-là. C'est sûr qu'il y a des gens de la mouvance militante, comme par exemple Mario Bachand, qui a été exécuté, entre guillemets, à Paris en 71, qui sont probablement, il y a probablement des meurtres qui sont le fait des forces policières, oui. Est-ce que pour autant, on doit se mettre à considérer toute mort un peu suspecte à l'époque d'un jeune poète nationaliste comme possiblement un crime politique? Moi, c'est ça, je ne peux pas aller jusque-là pour l'instant, faute d'en savoir davantage. Ouais, merci beaucoup, Louis Hamelin, de cet éclairage-là, parce que ça remet en perspective. On ne peut pas dire, mais ce n'est pas invraisemblable. C'est ce que je comprends. Ce n'est pas complètement impossible, c'est certainement. Ouais. Et en même temps, comme je pense l'avoir mentionné peut-être dans la capsule visionnée tantôt, en même temps, ce n'est pas complètement impossible qu'un jeune homme de 26 ans se casse la gueule en moto. C'est quelque chose qui est déjà arrivé avant et après. Alors, mais moi, c'est une histoire qui m'intéresse parce que je connais, comme je le répète, je ne connaissais pas Gaston Gouin.
Je ne savais pas qu'il avait été comme ça en lien avec le fameux duo Vallière-Gagnon. Et puis, ça le rend intéressant à mes yeux. Et puis, si jamais je peux dénicher, en savoir un peu plus à son sujet, ça m'intéresserait beaucoup. Oui, mais je pense qu'on découvre tous Gaston Gouin. On est tous en train de voir, il y a une voix là qui est tout à fait légale de celle qui s'énonçait dans les années 60. On entend des fois du Gatien-Lapointe, là, de Saint-Laurent, des fois, dans certains de ses poèmes. On entend même la ferveur mystique de temps en temps d'un Paul-Marie Lapointe aussi dans ses vers. Je ne sais pas, Catherine Gouin, en terminant, est-ce que ça se peut faire un jour un album de chansons avec les poèmes de Gaston Gouin? Ben, j'ai déjà pensé. J'ai commencé par une, celle qui m'inspirait le plus. Mais oui, pourquoi pas? Vraiment, ce serait un grand honneur de pouvoir perpétuer Je ses pense qu'il y a mots en chant. il y a beaucoup de gens, je pense, qui aimeraient entendre ça, puis ce serait une façon de le rendre encore plus disponible. Avec la capsule de Pierre-Luc Racine, ça fait en sorte qu'il deviendrait de plus en plus visible, accessible à un paquet de gens, puis il pourrait s'intégrer enfin dans ce terreau de la mémoire de Saint-Camille, de l'Estrie, où j'espère qu'il peut reposer en paix à partir de maintenant, puisque l'événement qu'on vient de lui donner, j'espère, va faire cesser son errance mémorielle. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, cher public, c'est pas vrai, il y en a une. Quel texte de... C'est Hugo Chavary, excuse-moi, la question vient d'arriver. Quel texte de Gouin a-t-il lu lors de la nuit de la poésie de 70? Quelqu'un sait, et comment a-t-il fait son chemin vers cet événement? C'est très obscur, cette question-là de la nuit de la poésie de 70, mais Pierre-Luc se propose de répondre. En fait, il a lu le texte que Gaëtan de Style lit dans la capsule vidéo, en fait. C'est-à-dire, je vais le lire, excusez-moi. C'est dans Jules Lenoir. Mais en fait, excusez, je vais vérifier. C'est du live. Hein? Pas de problème. Bon, c'est Donc, Voyage dans la capsule. Pardon? C'est Voyage aux antipodes. C'est ça qui va lire avec Antipodes. la poésie, exactement, c'est ça. Dans la question de Hugo, il y a un sous-entendu, c'est comment a-t-il fait son chemin vers cet événement? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il est devenu un des participants à cet événement mythique de la poésie de 70? On se souvient de la performance de beaucoup de poètes, là. Mais l'autre question, moi, le sous-entendu qui est dans celle d'Hugo, c'est comment ça se fait qu'il n'est plus là au montage? C'est ça l'autre question. Et je trouve que c'est symptomatique de comment est-ce il a été fantomatisé de son vivant, si vous me permettez le néologisme. Il est vraiment très rapidement, on en a fait un fantôme littéraire, puis c'est très malheureux, parce que c'est une des voies essentielles, je pense, de cette époque-là. Donc, comment il s'est fait? Il a fait son chemin vers cet événement, Dieu seul le sait. Je pense que si tout le monde se contactait un peu, Pierre-Luc. Ben, selon Gaëtan de Style, en fait, c'est qu'ils ont été vus par des Godin, ce genre de littéraires de ce monde-là, comme étant des poètes puis des littéraires vraiment importants, mais en Estrie, puis ils se sont fait amener à Montréal. Sauf que comme ils n'étaient pas assez importants, parce qu'ils venaient de l'Estrie et de Sherbrooke, les caméras ont été tournées quand c'est eux qui sont montés sur scène. C'est ce que Gaëtan de Style. D'accord. Mais ça jette un éclairage différent là, sur la question. Que ce soit qui a été approché comme poète estrien, ça, je n'en doute juste pas. Mais OK. Qui a été écarté justement pour la même raison. C'est quand même assez ironique. Et puis justement. J'ajouterais peut-être un complément de réponse par rapport à ce que Catherine Gouin a dit tantôt. Elle a parlé de l'homosexualité de Gaston Gouin. Il y a peut-être un lien avec une certaine filière homosexuelle. C'est sûr que c'était plus caché à l'époque, mais voyez-vous, Pierre Vallière, c'est un homme qui a eu beaucoup d'incarnations dans sa vie. À un moment donné, il est devenu mystique, il est devenu retour à la terre, tout ça. Et dans les années 90, à Montréal, il va devenir un militant de la cause gay. Il va écrire dans le petit journal du Centre-Sud, je ne me rappelle pas du nom du journal, mais il devient carrément un militant, il revendique des droits gays. Alors, est-ce que, moi je ne connais pas, honnêtement, je n'ai aucun détail sur la vie sexuelle de Pierre Vallière, mais il était peut-être bisexuel, d'après ce que j'en ai déjà compris. Et donc, dans le lien qui s'est tissé avec Gaston Gouin, il y a peut-être un peu de ça aussi, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont observé déjà des analystes de cette époque-là qui avaient beaucoup
bon, je dis le commentaire comme je l'ai lu, qu'il y avait beaucoup d'homosexuels dans le FLQ, en fait, qu'il y avait beaucoup d'homosexuels parmi les révolutionnaires. Pourquoi il y aurait eu peut-être une analyse à faire qui dépasse mes compétences personnelles, là. Mais donc, il y a peut-être un lien aussi avec une certaine, j'appellerais ça un intérêt de Pierre Vallière pour l'homosexualité. C'est peut-être une des manières dont la relation, dont le lien s'est fait avec Gouin et avec d'autres. Jeanne Lessard, est-ce qu'il y a des textes qui peuvent nous indiquer cette source-là? Juste ouvrir le micro, Jeanne. Oui. Oui, au niveau de ça, je ne sais pas. Je ne connais pas assez Gaston Gouin ni ce qu'il a fait pour m'avancer là-dessus. Par rapport à la question de pourquoi il a été un peu mis de côté au niveau éditorial, il y a quelque chose qui est symptomatique un peu des écrivains de chez Naaman. C'est-à-dire que Naaman a publié beaucoup d'auteurs, mais dans le monde éditorial, il était un peu mis de côté parce qu'on jugeait qu'il n'était pas assez sélectif. Donc, je ne veux pas m'avancer dans le cas de Gaston Gouin, mais on remarque beaucoup que cette critique-là par rapport aux éditions, fait que peut-être qu'en un sens, ça lui a nui. Justement, il était approché comme écrivain de l'esprit, mais peut-être que l'éditeur en soi n'était pas jugé assez important. Mais c'est juste une hypothèse là, de ce que je connais de Naaman, parce que du côté de la trajectoire de Gouin, là, je ne peux pas m'avancer trop. Autrement dit, il aurait été victime des lois de la sociologie littéraire. Il aurait été victime perdu en deux forces. Et ça expliquerait son statut de fantôme littéraire. Ça expliquerait très bien pourquoi on est là en 2021 à en parler et que personne ne connaît ce nom-là. Ça serait une explication tout à fait plausible, je pense. Je pense que ça peut inciter tous ceux qui nous écoutent à se procurer d'abord les livres, mais je veux juste vous dire dès le départ, c'est pas évident de se les procurer. C'est un peu difficile. J'ai moi-même fait, par exemple, venir celui-là d'une bibliothèque que j'ai trouvée sur EB Books à Philadelphie, juste pour vous dire. Et je découvre dans la page de garde que ça vient de la bibliothèque municipale de Matisse-Val-Côté en Ontario. Donc, c'est un livre qui a fait du chemin, comme Gaston Gouin a fait du chemin dans nos mémoires et dans la culture. Dominique Fontaine-Nallier nous demande, est-ce que ces livres sont disponibles quelque part? Et c'est la réponse à laquelle je viens de nous dire. Et Hugo Chavary nous dit qu'il y a quand même quelques copies disponibles à Saint-Camille. Je ne sais pas si il y en a beaucoup. On sait que Gaétan d'Hostie en a quand même quelques-unes à Montréal aussi. Voilà, c'est ça, Pierre-Luc. Oui, si je peux me permettre, Gaétan d'Hostie en a beaucoup. Il a récupéré tout de l'œuvre. Presque tout. Moi aussi, j'en ai quelques-unes. OK. Est-ce que, par exemple, Catherine, son deuxième recueil, Gilles Noir, est-ce que c'est Gilles Noir, c'est ça? Gilles de Noir, oui. Gilles de Noir, voilà. Moi, je n'ai pas réussi à y mettre la main dessus. J'ai tout essayé. C'est disponible nulle part, même dans les zones obscures. Donc, j'imagine que c'est la famille, c'est Gaétan d'Hostie qui en a des copies? Probablement. Voilà, c'est ça. Mais dans le fond, moi, j'ai quelques copies de Temps au but. Mais effectivement, Gilles de Noir, j'en ai une ou deux copies là, qui étaient à mes parents, puis tout ça. Mais sinon, effectivement, j'en ai pas vu beaucoup là, des copies de celui-là. Autrement dit, appel, est-ce qu'il y a un éditeur dans la salle qui serait intéressé à remettre en circulation ces livres-là qui en valent vraiment la peine? Parce qu'il y a tout un... C'est pas juste le destin d'une époque, là. Je pense que c'est une voie poétique vraiment impressionnante, surprenante. On ne s'attend pas à ça quand on ouvre un Gaston Gouin. C'est assez étonnant, la qualité de ces textes-là, à quel point ça va loin, à quel point il est impliqué dans tous les grands mouvements de son époque. C'est une étoile filante de notre poésie, en fait. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup Louis Hamelin, Catherine Gouin, Pierre-Luc Racine, Jeanne Lessard. Merci beaucoup. Je voudrais simplement terminer. Il y a quelqu'un qui est là, que vous ne voyez pas, qui s'appelle Enzo Marceau, qui est notre technicien. Merci beaucoup, Enzo, d'être présent, de nous avoir permis tout ça. Et je ne peux pas terminer sans parler aussi de ceux qui nous appuient pour faire ce genre d'événements-là aux correspondances et au Petit Bonheur de Saint-Camille, qui sont Québécois, Hydro-Québec, Desjardins, Le Robert, la MRC de Memphremagog, la Municipalité des Semaines, le Conseil des arts des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et une bonne soirée. Merci. Merci. Salut tout le monde.